Valérie, je te laisse introduire notre colloque. Merci à toi. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. J'espère que le micro passe. Donc j'ai deux défis. Vous résumez les 3 pavés des rapports du GIEC de 2021-2022 en quelques minutes et que ma voix tienne le coup parce que j'ai eu le Covid bien comme il faut la semaine dernière. Donc je commence en fait avec cette représentation visuelle du réchauffement à la surface de la Terre, une année, une barre depuis 1850. Donc on en est à 1,1 degré de réchauffement planétaire. C'est un indicateur pertinent parce que pas mal de conséquences immédiates ou à long terme dépendent directement du niveau de réchauffement planétaire. Et donc dans les années à venir, en cas de très forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on peut rester assez proche d'un niveau de réchauffement d'1,5 degré, mais c'est important de s'y préparer et l'adaptation elle est incontournable. C'est ça qui va définir l'échelle des impacts dans les décennies qui viennent. En cas d'action forte, il est possible de contenir le réchauffement, la deuxième barre en partant du bas, sous 2 degrés, l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, mais pour l'instant, on n'est pas dans cette trajectoire. Si on continue sur les politiques publiques actuellement mises en place, on dépassera 1,5 degré dans 20 ans, 2 degrés autour de 2050, et on va vers un réchauffement qui serait autour de 2,5 à 3 degrés en fin de siècle. Si on est encore plus intensif en énergie fossile, si on n'a pas de chance avec la réponse du climat, ou les rétroactions du cycle du carbone, on ne peut pas exclure, comme une éventualité à probabilité d'occurrence plus basse, d'atteindre 3 ou 4 degrés en fin de siècle. Donc, les rapports du GIEC, c'est des centaines de chercheurs et chercheuses du monde entier qui passent en revue les éléments factuels disponibles dans la littérature technique, scientifique et socio-économique. Pour l'ensemble des 3 volumes des rapports du GIEC, c'est 66 000 publications passées en revue, plusieurs étapes de relecture critique et on distille. Donc chaque chapitre, c'est 2 pages de résumé exécutif. Chaque rapport, c'est une centaine de pages de résumé technique, et puis une trentaine de pages de résumé à l'intention des décideurs qui sont approuvés mot par mot, phrase par phrase par les représentants de tous les pays et qui constituent un socle scientifique commun reconnu par tous. Alors, premier point, sur la décennie 2010-2019, donc avant le début de la pandémie, on a atteint des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde records sur l'histoire humaine. Que ce soit pour le CO2 des énergies fossiles, des changements d'utilisation des terres, le méthane, énergie fossile et élevage de ruminants en particulier, l'oxyde nitreux, engrais minéraux, épandage, ou bien des gaz fluorés, produits industriels. Vous voyez les chiffres bleus qui vous donnent une idée en CO2 équivalent de ce qui pèse le plus en termes d'effet de serre supplémentaire. Donc la bonne nouvelle, c'est une hausse plus faible que précédemment pour le CO2 issu des énergies fossiles sur cette décennie. Le deuxième facteur, c'est des changements rapides, généralisés et qui s'intensifient. Donc en émettant des gaz à effet de serre, on perturbe profondément la composition de l'atmosphère. Le niveau en CO2 dans l'atmosphère actuelle, il est inédit depuis plus de 2 millions d'années et c'est une perturbation sans précédent à l'échelle géologique en termes de vitesse de hausse de la teneur en CO2 de l'atmosphère. On affecte bien sûr le cycle de l'eau, il y a un recul généralisé des glaciers du fait de conditions plus chaudes qui est inédit depuis plus de 2000 ans, sur la montée du niveau de la mer qui résulte d'un océan qui accumule 90% de la chaleur supplémentaire qui ne part plus vers l'espace, donc accumule de la chaleur et gonfle. Et puis la fonte des glaciers, la fonte du Groenland, le glissement plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique, ça conduit à une accélération du rythme de montée du niveau de la mer, passant de 2 mm par an au XXe siècle à 3,7 mm par an récemment. Donc si on prend un indicateur de l'état du climat, ce n'est pas le seul. Le contenu de chaleur de l'océan, c'est vraiment très bien. Ça nous parle moins. Si on prend le niveau de réchauffement à la surface de la Terre, qui est pertinent pour tous ceux qui habitent en surface en réalité, donc vous voyez qu'on en est à 1,1 degré de plus sur les derniers 10 ans par rapport à la fin du 19e siècle, et que c'est une rupture sur plus de 2000 ans. En fait, on est en train de sortir de la plage des variations de la période dite interglaciaire depuis 11 000 ans. Pour trouver plus chaud, il faut remonter à un moment où l'orbite de la Terre par rapport au Soleil était différente, il y a à peu près 125 000 ans avant la dernière glaciation. Un réchauffement plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire, et puis particulièrement fort près de l'Arctique. Mais, où est-ce que le signal d'un climat nouveau a émergé en premier? C'est là où, en fait, où la température est la moins variable d'une année à l'autre. Donc, dans les tropiques, dès les années 70, il y a eu, en fait, une température moyenne qui est sortie
de la plage des variations précédentes, dans les années 90 à nos latitudes, un peu plus récemment dans les régions polaires. Donc partout, en fait, on vit avec l'émergence de conditions climatiques nouvelles. Si on prend le réchauffement observé en gris, notre meilleure estimation est que l'intégralité de ce réchauffement est la conséquence des activités humaines, avec l'effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone et de méthane qui pèsent le plus, qui ont des caractéristiques très différentes, en partie contrebalancé par l'effet refroidissant des particules de pollution, un effet parasol, direct et via la formation de certains types de nuages, donc des particules de pollution qui sont émises en même temps que la combustion des énergies fossiles, souvent. Bien sûr, on prend en compte les facteurs naturels, l'activité du soleil et des volcans, ça va jouer ponctuellement, ça n'explique pas du tout l'accumulation de chaleur dans la machine climatique. On tient compte de la variabilité spontanée du climat, ça va jouer de manière extrêmement importante à l'échelle régionale, d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, mais de la même manière, ça n'explique pas du tout l'accumulation de chaleur dans la machine climatique. Donc cette influence humaine sur le climat, c'est un fait scientifique, sans équivoque. C'est le facteur principal du dégel des sols gelés en montagne ou près des pôles, du recul de la banquise arctique, ou bien de l'allongement de la saison de croissance des plantes, avec des hivers plus doux, ou bien de l'accumulation de chaleur dans l'océan ou son acidification également. Alors, si je continue, l'influence humaine sur le climat, ce n'est pas simplement cette accumulation de chaleur, des tendances graduelles, c'est aussi une augmentation de la fréquence et de la sévérité d'événements extrêmes. Chaque hexagone, c'est une région du monde. En haut, vous avez les événements extrêmes chauds, au-dessus des continents, au milieu, les pluies extrêmes, et en bas, les sécheresses au sens agricole, c'est-à-dire l'humidité des sols. Chaque hexagone avec une couleur foncée, c'est là où on observe une intensification de ces extrêmes. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a des petits pointillés. Plus on a de pointillés, plus on a un degré de confiance élevé sur l'influence humaine sur le climat, qui augmente la sévérité de ces événements extrêmes. Donc il y a une relation directe, curseur sur le réchauffement planétaire, intensification des extrêmes chauds. C'est vraiment direct. Toutes les études d'attribution sur les événements extrêmes, que ce soit la vague de chaleur de la semaine précédente, de juin 2019 ou d'autres, en Europe et ailleurs, elles concluent que ces événements sont rendus plus probables et plus intenses du fait du réchauffement. Alors en plus, c'est amplifié par les îlots de chaleur urbains dans les villes, en particulier la nuit. Plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut contenir de vapeur d'eau, et c'est ce qui explique l'intensification des pluies extrêmes, à peu près 7% de plus sur les pluies extrêmes par degré de réchauffement. On a déjà une augmentation, par exemple, d'à peu près 20% des pluies records associées aux épisodes Cévenol en automne en France depuis les années 60. Et puis pour les sécheresses de type agricole, dans les régions de climat méditerranéen, il y a une tendance à la baisse en moyenne des précipitations. Et puis quand l'atmosphère est plus chaude, elle augmente l'évaporation, la transpiration des sols, et ça exacerbe la sévérité des sécheresses. Donc c'est le cas, par exemple, en Afrique du Sud, beaucoup de régions africaines, du côté de la Californie, en Europe de l'Ouest ou autour de la Méditerranée. C'est là d'ailleurs où l'attribution est la plus forte. On a également une augmentation amplifiée dans les villes, du ruissellement ou des extrêmes chauds. Les villes côtières, elles sont exposées à des risques composites d'inondation, pluie intense et submersion lors d'une tempête, ce qui pose des enjeux considérables sur la gestion du littoral, évacuer l'excès d'eau de pluie et se protéger de l'arrivée d'eau de mer. C'est amplifié bien sûr par la montée du niveau de la mer. Les conditions propices aux incendies augmentent, chaudes, sèches et venteuses, donc en région concernée, en saison concernée ou parfois en sévérité. Et puis dans l'océan, on a une acidification, une baisse de la quantité d'oxygène dans un océan plus chaud. On a une augmentation des vagues de chaleur marine et donc des effets composites qui pèsent fortement sur les écosystèmes marins. Il y a déjà une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales. L'action pour le climat, néanmoins, monte en puissance. Il y a une trentaine de pays qui ont déjà passé un pic, puis obtenu parfois une diminution régulière et importante de leurs émissions, même en tenant compte du commerce mondial, avec un découplage avec les indicateurs de croissance économique. Il y a des villes, des régions, des secteurs d'activité qui s'engagent sur un certain nombre d'objectifs. Et puis, il y a eu une chute du coût de production d'électricité renouvelable, de batteries, et une hausse des capacités installées qui rend ces options qui permettent de décarboner la production électrique ou les transports plus accessibles maintenant. Alors, un point sur les enjeux d'équité.
Si l'on regarde les émissions historiques, il y a un effet cumulatif, je vais revenir dessus, sur le premier facteur du réchauffement qui sont les émissions de dioxyde de carbone. Ce qui compte, ce n'est pas les émissions instantanées, c'est le cumul passé, présent et à venir des émissions de CO2. Donc les émissions historiques de CO2, le poids dominant, plus de la moitié, c'est Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Actuellement, les émissions sont plus élevées dans certains pays que dans d'autres. Et il y a également des différences majeures par habitant ou par ménage. Les 10% des plus aisés pèsent pour 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la moitié des personnes aux revenus les plus contraints, les personnes les plus fragiles, ne pèsent que pour 15% des émissions. Un des constats est très net, si on permet à chacun d'avoir accès aux services de base pour l'énergie dans le monde, avec une énergie moderne et propre, ça n'aura quasiment pas d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui pèse le plus, c'est la structure de la consommation, et en particulier la consommation d'énergie fossile, des personnes aux revenus les plus élevés dans le monde. Et puis dernier point, la part des émissions qui viennent des zones urbaines ne fait qu'augmenter, c'est lié aussi à la structure de la consommation des personnes qui vivent dans les zones urbaines, de leur style de vie, de leurs revenus, et donc le poids est disproportionné pour les personnes vivant dans les agglomérations. Alors je parlais des personnes qui ont les revenus les plus contraints, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a plus de 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables par rapport à un climat qui change. Hautement vulnérables, c'est-à-dire une forte prévalence de la pauvreté, un manque d'accès aux services, aux infrastructures de base, des infrastructures pour la santé, pour l'énergie, pour l'éducation qui sont elles-mêmes vulnérables par rapport à un climat qui change parce que pas conçues en tenant compte, et puis des revenus qui dépendent directement des aléas climatiques, en particulier communautés de pêcheurs, agriculture vivrière, tout particulièrement. Donc chaque incrément de réchauffement supplémentaire, ça va intensifier les tendances, les extrêmes, les événements dont on sait qu'ils sont déjà aujourd'hui associés à des seuils de tolérance. Mais les risques liés au climat, ils vont dépendre de notre capacité à réduire les vulnérabilités, de notre capacité à réduire l'exposition par rapport à ces aléas climatiques. Autour de 2050, il y aura à peu près 1 milliard de personnes directement exposées aux conséquences de la montée du niveau de la mer, c'est-à-dire d'abord des inondations chroniques à marée haute, puis une augmentation de la récurrence des niveaux marins extrêmes lors d'épisodes de tempête, et puis de l'érosion du littoral, et parfois, sur les terres basses, les petites îles, les grands deltas, la salinisation est vraiment des enjeux d'habitabilité majeurs. Donc les réponses, ça va être agir sur la cause, c'est-à-dire les rejets de gaz à effet de serre, agir sur les conséquences, c'est-à-dire réduire l'exposition, les vulnérabilités. C'est des enjeux aussi de solidarité, de coopération, de financement alloué à cette action-là, en évitant ce qu'on appelle la maladaptation. La maladaptation, c'est une action réactive à court terme, mais qui peut présenter des effets indésirables en exacerbant certaines vulnérabilités, posant des enjeux d'équité, parfois détruisant les écosystèmes pour, à court terme, essayer de maintenir le statu quo, ou bien qui verrouillent des pratiques qui, à terme, ne sont pas soutenables. Et enfin, le dernier point, c'est la pression sur les terres. On est sur un enjeu de pression majeure sur la sécurité alimentaire dans un climat qui se réchauffe. On est sur des pressions terribles sur les écosystèmes et la biodiversité. La question de la pression sur les terres, c'est un enjeu considérable. Par exemple, si on veut utiliser des terres qui étaient cultivées pour afforester, ou bien pour produire des cultures de biomasse pour l'énergie, on rentre en conflit soit avec les droits des populations locales, soit avec la conservation de la biodiversité, soit avec la production alimentaire, et donc c'est un facteur de risque supplémentaire, c'est-à-dire certaines options qui pourraient être purement d'un point de vue climat positif peuvent créer des risques nouveaux qui peuvent être potentiellement très sévères. Donc si on regarde là où on en est aujourd'hui, malgré les efforts d'adaptation qui ont bien sûr lieu partout, on observe en fait des impacts considérables. Des impacts sur les écosystèmes, mais qui affectent aussi les sociétés humaines qui en dépendent. Un chiffre qui est frappant, c'est que la moitié des espèces étudiées, sur mer comme sur terre, se déplacent vers les pôles en altitude pour essayer de conserver leurs habitats. Certaines ont du mal à se déplacer. Et donc on a, du fait de vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, une dégradation des récifs de coraux tropicaux, à peu près 14% d'entre eux déjà. On a également une augmentation de la mortalité d'arbres, de dépérissement de forêts, parce que les essences en place ne sont pas forcément adaptées au climat d'aujourd'hui,
Et les enjeux vont s'intensifier. En France, par exemple, on a déjà perdu la capacité des puits de carbone forestiers depuis les années 2010. Ça diminue. Donc les impacts, c'est quoi? C'est des changements dans les structures des écosystèmes, des déplacements des espèces, des changements dans les rythmes saisonniers, les premières fleurs, les premiers bourgeons. Par exemple, avec une saison de croissance plus longue, les premiers bourgeons apparaissent plus tôt, ce qui les expose davantage si on a un gel tardif. Donc ce sont des enjeux qui sont considérables et qui sont exacerbés par une utilisation non soutenable de ces ressources naturelles, des destructions d'habitats, l'urbanisation et puis les inégalités qui réduisent souvent la capacité d'adaptation. Par exemple, le premier facteur de déforestation, c'est la pauvreté des populations locales. Et puis, malgré les efforts d'adaptation, il y a également des impacts généralisés qui affectent la vie de milliards de personnes. Donc, c'est des impacts en termes de pénurie d'eau, de choc sur les rendements agricoles, de choc sur les rendements des pêcheries ou la production de l'aquaculture. Ce sont des effets sur certaines maladies infectieuses, l'effet direct de la chaleur extrême en termes de santé, morbidité et mortalité, dans certains cas des effets de déplacement à l'intérieur d'un même pays, suite par exemple à des inondations, des dommages associés aux inondations, en particulier pour les infrastructures urbaines, et des effets parfois en cascade sur certains secteurs économiques. Et je veux donner l'exemple des vagues de chaleur récentes en Inde et au Pakistan, pour illustrer des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer. Conditions extrêmement chaudes, extrêmement sèches, les personnes dont l'activité dépend directement de leur travail physique doivent réduire leur activité, leurs revenus baissent, et en même temps, les chutes de rendement agricole font augmenter le prix de l'alimentation localement, et donc il y a à la fois moins de revenus et un prix de l'alimentation qui augmente, ce qui en fait entraîne directement des risques majeurs de malnutrition. Donc on est déjà dans ce type de situation de risque plus complexe, plus difficile à gérer. Donc limiter le réchauffement, qu'est-ce que ça implique? En fait, chaque tonne de réchauffement qu'on ajoute va augmenter le niveau de réchauffement planétaire, ça va être le facteur dominant du réchauffement à venir. Le deuxième facteur le plus important, c'est les rejets de méthane, directement et via la production d'ozone en surface, polluants et gaz à effet de serre. Donc si on veut réussir à limiter le réchauffement, il faut arriver à limiter les rejets de CO2 jusqu'à ce que nos rejets de CO2 dans le monde deviennent net zéro. C'est-à-dire, si on a des émissions résiduelles, être capable de les contrebalancer. Chaque cible de réchauffement, les objectifs de l'accord de Paris, le limiter largement sous 2 degrés ou proche de 1,5 degré, ça se traduit en marge de manœuvre résiduelle. Les infrastructures fossiles existantes, si on les utilise jusqu'à la fin de leur durée de vie prévue, vous avez vu qu'on réallume des centrales à charbon, par exemple, si on les utilise sur toute leur durée de vie prévue, les émissions impliquées, c'est davantage que la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et celles qui sont existantes et prévues, c'est quasiment la marge de manœuvre pour limiter le réchauffement sous les 2 degrés. Donc l'enjeu, ce n'est pas l'inertie du climat. L'enjeu, c'est notre capacité à transformer le plus vite possible nos infrastructures et chercher le plus vite possible des ruptures pour être à des émissions de CO2 à zéro le plus vite possible. Alors pour regarder ce que ça donne pour le climat, on explore des narratifs très contrastés. Donc là, c'est les 5 scénarios illustratifs reflétés dans le rapport sur la partie physique du climat. Donc des scénarios d'émissions intermédiaires qui ressemblent pas mal aux promesses mises sur la table actuellement, en politique publique en place. Des scénarios d'action beaucoup plus fortes, donc d'émissions basses ou très basses qui atteignent net zéro pour le CO2 autour de 2050 ou 2070, et puis des scénarios d'émissions élevées ou très élevées qu'on considère comme moins plausibles, mais qu'on ne peut pas exclure, quelle sera l'utilisation du charbon cette décennie, la décennie suivante. Ça dépend vraiment de points de bifurcation dans l'ensemble des décisions structurantes. Donc qu'est-ce que ça donne sur la réponse du climat? Donc on a fortement réduit l'incertitude sur la réponse du climat planétaire grâce à des progrès sur la compréhension des boucles de rétroaction. Donc là, ce n'est pas le résultat direct de modèles de climat, c'est contraint par l'ensemble des sources d'informations disponibles. Donc, les émissions à venir, c'est ça qui va déterminer le réchauffement à venir. Quand on est à net zéro pour le CO2, il n'y a quasiment plus de réchauffement supplémentaire. À court terme, on va vers un réchauffement qui va atteindre 1,5 degré. À moyen terme, on peut atteindre ou éviter d'atteindre 2 degrés de réchauffement, et ça va dépendre de notre capacité à mettre en place une baisse à grande échelle et rapide des émissions de gaz à effet de serre.
Donc, en cas de forte baisse d'émissions, ce que je veux aussi mentionner, et on le voit par le décalage des différentes courbes, les effets, en fait, ils seraient discernables en tenant compte de la variabilité du climat au bout d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire, si on fait bifurquer les émissions vers le bas, on observera et on détectera une stabilisation du réchauffement au bout d'une vingtaine d'années. Donc, dans les prochains 20 ans, on va vers un réchauffement d'à peu près 1,5 degré. Même si on décarbone fort, on perdra l'effet parasol des particules de pollution. Et donc, de toute façon, à court terme, ça continue à se réchauffer. Ce qui est critique, c'est de s'y préparer. Pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, plus on monte le curseur au niveau planétaire, plus on monte le curseur dans chaque région pour l'évolution de la température moyenne, avec une augmentation forte de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds. Un événement record sur 50 ans en climat pré-industriel, il est déjà 5 fois plus fréquent. Dans un monde 1,5 degré plus chaud, c'est 9 fois plus fréquent. Dans un monde 2 degrés plus chaud, 14 fois plus fréquent. Et en cas de réchauffement qui atteindrait 4 degrés, c'est quasiment tous les ans. C'est-à-dire ce qui était extrêmement rare sur une vie humaine au XIXe siècle, ça deviendrait la norme. Donc ça permet de traduire ce lien entre les conditions météorologiques et l'évolution du climat, parce que pour beaucoup de gens, un demi-degré, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et c'est important d'arriver à le traduire sur ce qui est ressenti à l'échelle de chacun. Plus le curseur monte, plus on a des contrastes sur le cycle de l'eau. Donc un cycle de l'eau qui s'intensifie, avec des pluies en moyenne plus importantes dans les régions de climat froid et une diminution des pluies en moyenne dans les régions de climat méditerranéen. Alors notez que la grosse tache verte sur le Sahara, c'est en relatif par rapport à des précipitations quasi nulles. Donc en valeur absolue, c'est extrêmement faible, l'augmentation. En ce qui concerne l'humidité en moyenne des sols, augmentation de l'évaporation et changement des pluies, ça entraîne une aridification, une baisse en moyenne de l'humidité des sols en Amérique du Sud, dans les grandes plaines américaines, en Amérique centrale, en Afrique du Sud, tout autour de la Méditerranée. Et vous comprenez bien que c'est des enjeux majeurs d'adaptation des cultures, de la gestion intégrée de l'eau et des enjeux pour les écosystèmes avec un stress hydrique croissant, en particulier pour les forêts. Donc les données, elles sont à votre disposition. On a un atlas interactif. Vous pouvez naviguer par région, par paramètres climatiques, en fonction de l'horizon temporel, en fonction du scénario ou du niveau d'émission de gaz à effet de serre. On a cartographié 33 facteurs climatiques dont on sait qu'ils génèrent des impacts. Et si on atteint 2 degrés autour de 2050, pour la moitié des régions mondiales, il y aura 15 caractéristiques qui changent en même temps. Et ça, la plupart des stratégies même d'adaptation ne l'intègrent pas. La plupart des études d'impact ou de risque ne l'intègrent pas complètement. Souvent, on va prendre un indicateur, par exemple les vagues de chaleur, et anticiper les risques possibles. Mais le cocktail propre à chaque région de changement, c'est un défi considérable. Donc vous trouverez aussi des fiches de synthèse de 2 pages. Qu'est-ce qui est observé et projeté pour chaque grande région? Et il y a l'équivalent pour la partie impact et risque, des fiches de 2 pages, quels sont les impacts et les risques pour cette région. Donc maintenant, je me déplace vers les impacts et risques. Si on prend les écosystèmes terrestres ou océaniques, ce que vous voyez en fonction du niveau de réchauffement planétaire, c'est un indicateur de la sévérité des risques, modéré en jaune, important en rouge, très important en violet. Donc vous voyez que l'augmentation des risques pour la perte de biodiversité est majeure. Il y a déjà eu des pertes d'espèces endémiques, rares, du fait d'un climat qui se réchauffe. Donc ça, c'est quelque chose d'irréversible. Dans les points chauds de biodiversité, le risque de perte de biodiversité est multiplié par 10 entre un réchauffement d'1,5 degré et de 3 degrés. Donc il y a des enjeux qui sont extrêmement importants pour protéger, conserver, restaurer les écosystèmes, pour donner le maximum de chances aux espèces qui peuvent surmonter le réchauffement climatique, de pouvoir y faire face. Et c'est un des enjeux des solutions dites fondées sur la nature. Par exemple, les espaces verts dans les villes dites éponges, qui permettent de stocker l'eau en cas de pluie importante, par le rôle des zones humides, ou pour le littoral, restaurer les écosystèmes côtiers. Ça fait partie des solutions qui ont des bénéfices en termes de biodiversité et qui peuvent limiter en partie les risques liés au climat pour nous. Donc je donne l'exemple de l'Europe. On a une adaptation qui progresse, mais qui, même en Europe, reste insuffisante pour contenir l'augmentation des risques, avec 4 risques clés identifiés. Les extrêmes chauds pour la santé humaine et les écosystèmes,
les pertes de rendement agricole, en particulier avec les conditions chaudes et sèches, les risques de pénurie d'eau, pensez aux ruptures d'approvisionnement en eau en ce moment dans la vallée du Pô, donc on est dedans, et plus le curseur monte, plus cela s'intensifie, avec des dommages économiques, comme quand le Rhin était à sec il y a quelques années, qui bloque l'approvisionnement en péniche. Et puis le risque d'inondation qui est considérable, y compris les risques à long terme sur le littoral liés à la montée du niveau de la mer. Alors j'arrive sur la montée du niveau de la mer. Entre maintenant et 2050, ça dépend assez peu des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Pour la fin de ce siècle, vous voyez qu'il y a un facteur 2 sur l'ampleur de la montée du niveau de la mer, entre un scénario où on a contenu le réchauffement proche de 1,5 degré ou un scénario de très fortes émissions de gaz à effet de serre. Mais ça se poursuit à très long terme. Si le pic de réchauffement est à 2 degrés sur 2000 ans, c'est de l'ordre de 2 à 6 mètres de montée du niveau de la mer. Si le pic de réchauffement est à 3 degrés, c'est de l'ordre de 4 à 10 mètres. On a une confiance assez forte dans ces estimations parce que c'est contraint aussi, parce qu'on sait des phases géologiques chaudes passées. Et pourquoi est-ce que c'est une course contre la montre? Eh bien parce que chaque option d'action pour le littoral prend du temps à être imaginée, délibérée, financée et mise en œuvre. On peut assez rapidement utiliser des choses basées sur des déplacements de sédiments ou en restaurant les écosystèmes, mais il y a une limite sur l'efficacité de ces options-là. Les digues, les barrières de protection, il y a une limite, ça peut être de la maladaptation. Si vous mettez tous vos moyens dans une digue, vous construisez davantage derrière la digue, vous augmentez le prix du foncier, ce n'est pas toujours très juste. Et quand vous avez construit davantage, si la capacité de cette digue est dépassée, alors en fait vous aurez des dommages beaucoup plus considérables. Les deux seules options qui permettent d'éviter les risques vraiment sur le littoral, c'est ne plus construire là, ou planifier un repli stratégique comme par exemple le fait de Jakarta en Indonésie, qui est aussi une ville qui s'enfonce sous son propre poids. Donc les enjeux ils sont vraiment majeurs à court, moyen et très long terme vis-à-vis de la montée du niveau de la mer. Il y a un ensemble d'options qui sont faisables et efficaces, avec plein de bénéfices pour la santé, plein de bénéfices pour les conditions de vie, les revenus d'adaptation qui sont disponibles, des solutions techniques, des solutions fondées sur la nature, des systèmes de mutualisation de risques, d'assurance, des filets de protection sociale, les systèmes d'alerte et de mise en protection des personnes. Mais beaucoup de ces options ont des limites. Et par exemple, à 1,5 degré de réchauffement, les effets sur les écosystèmes vont limiter certaines solutions fondées sur la nature. Entre 1,5 degré et 2 degrés, le fait de perdre le manteau neigeux, de perdre les glaciers, ça va entraîner une baisse d'approvisionnement en eau dans les régions alimentées par la fonte de la neige ou des glaciers pendant la saison sèche, qui peut atteindre de l'ordre de 20%. Donc ça, c'est une limite très dure sur l'adaptation. Et à plus de 2 degrés, il y aurait des vraies difficultés pour beaucoup de cultures vivrières dans les régions où elles sont utilisées actuellement, notamment dans les régions tropicales. Et les flux financiers sont largement insuffisants pour l'adaptation. Dans les mécanismes des Nations Unies pour le climat, la plupart des flux orientés vers les pays du Sud vont davantage sur l'énergie, éviter des émissions de gaz à effet de serre, plutôt que sur l'aide à l'adaptation. C'est un point dur dans les négociations internationales sur le climat actuellement. Et puis, dernier point de la course contre la montre, comment réduire rapidement les rejets de gaz à effet de serre? En rouge, vous avez la trajectoire correspondant aux politiques publiques mises en œuvre. En vert, les trajectoires dites à moindre coût qui permettraient de limiter le réchauffement sous 2 degrés. En bleu, qui permettrait de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Juste un point. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement? C'est de l'ordre de 0,05 à 0,15% du PIB mondial. Plus on le fait tôt, plus économiquement c'est viable, purement d'un point de vue économique. Les bénéfices en termes de santé publique par l'amélioration de la qualité de l'air pourraient même contrebalancer les investissements nécessaires pour décarboner. Donc il y a vraiment cet enjeu d'arriver à mettre sur la table les investissements nécessaires pour en tirer les fruits par la suite, et ça ne tient pas compte du coût des dommages évités ou du coût de l'adaptation qui est très difficile à chiffrer. Donc, si on veut limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, c'est plutôt une baisse d'un tiers qu'il faut chercher d'ici à 2030. Pour le limiter autour d'1,5 degré, c'est une baisse de l'ordre de 43% à chercher d'ici à 2030, et dans tous les cas, une forte baisse des émissions de méthane. Je précise aussi que l'achat de méthane, de gaz fossile,
l'achat de pétrole ou de gaz finance aussi des régimes politiques qui n'ont pas nécessairement un grand attachement aux droits humains sous toutes leurs formes. Donc, ce que le rapport du groupe 3 du GIEC souligne, c'est qu'il existe des options disponibles dans chaque secteur d'activité, mais aussi dans la demande et les services, qui permettraient de diviser par 2 les émissions mondiales d'ici à 2030. C'est disponible. Ce n'est pas des ruptures technologiques à attendre. C'est disponible dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'agriculture et l'utilisation des terres, l'industrie, les transports, mais aussi le secteur des villes et des bâtiments. Vous voyez que différentes options ont différents potentiels sur des émissions évitées, mais aussi des coûts associés qui peuvent être très différents. Certaines options très technologiques peuvent avoir un coût plus élevé que d'autres options, on va dire, un peu plus rustiques. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il y a une contribution qui est soulignée d'efforts structurants qui permettent de soutenir des styles de vie bas carbone. Donc là, c'est illustré sur ce qui émet le plus et ce qui permet d'éviter le plus d'émissions à l'échelle d'une vie individuelle, éviter des déplacements longue distance en avion, éviter d'utiliser un véhicule thermique, substituer des déplacements en mobilité active, réduire les protéines animales et augmenter les protéines à base de plantes dans l'alimentation, ou bien l'amélioration de la performance des logements avec des systèmes utilisant de l'électricité bas carbone. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément. Ça demande des infrastructures, par exemple pour les mobilités actives, une coordination de la gouvernance, ça demande de mettre l'accent sur ce qui améliore la vie des gens au quotidien, c'est-à-dire la qualité de vie, le bien-être, la santé. Et ça, c'est critique pour que ce soit perçu comme positif, pour que les gens s'engagent, soutiennent des transformations structurelles, pas une seule fois, mais à long terme. Et l'enjeu de transition juste, c'est-à-dire qui tiennent compte des vulnérabilités, qui accompagnent les personnes les plus fragiles, c'est critique pour que ça fonctionne. Et donc, pour finir, ce que les rapports soulignent, c'est que chaque décision compte. Chaque option d'action, elle peut permettre d'avoir plein de bénéfices annexes, ou elle peut aussi avoir des effets indésirables majeurs. Donc, être lucide pour avoir la grille d'analyse, de sorte à favoriser l'éco-bénéfice et éviter les effets indésirables. Utiliser chaque crise, chaque choc, pour réorienter les trajectoires de développement vers la soutenabilité par des changements systémiques. Une pandémie, est-ce qu'on soutient les secteurs très émetteurs ou les secteurs des métiers de demain? Un conflit géopolitique, que fait-on? Un événement extrême, est-ce qu'on reconstruit pareil ou est-ce qu'on reconstruit plus résilient? Et donc tous ces nœuds de décision, ils illustrent en fait aussi des opportunités de changement systémique ou, si on soutient le statu quo, des trajectoires qui vont être verrouillées, émettrices, qui vont amener plus de réchauffement ou qui peuvent ancrer des vulnérabilités à long terme. Donc il y a une fenêtre d'opportunité qui existe. Je vous ai montré qu'il existe des options d'action dans tous les secteurs, mais il faut être lucide sur les menaces croissantes pour les écosystèmes et la santé planétaire et pour le bien-être. Et même en déployant l'adaptation maximum, on ne pourra pas éviter toutes les pertes et les dommages. Et c'est un sujet difficile parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme international de solidarité qui tiennent compte de ces pertes et dommages. Plein d'obstacles à surmonter. Je veux juste souligner que le plus difficile, le plus persistant, c'est les habitudes, les valeurs et les niveaux de prise de conscience enracinés. Donc il y a souvent un manque de littératie sur le climat, les causes, les implications. Parfois une dissonance cognitive, c'est-à-dire on a bien compris les enjeux mais on ne change rien à son comportement ou à ses décisions. Différentes perceptions de l'urgence à agir. Parfois une aversion au changement, des enjeux majeurs d'équité et de transition juste, un enjeu à augmenter l'engagement des individus et des entreprises, mais aussi renforcer la volonté politique et le leadership des institutions, un besoin de ressources et de compétences, éviter les verrouillages par les choix antérieurs souvent qui pèsent beaucoup, et puis faire évoluer les normes culturelles et sociales, tenir compte des systèmes de valeurs et de croyances. Et donc, dans tous les secteurs d'activité, les rapports du GIEC soulignent le besoin d'identifier de nouveaux objectifs sur les pratiques professionnelles, les styles de vie bas carbone, tenir compte des enjeux de sobriété, la demande en matériaux, la demande en terres, la demande en énergie, tenir compte des besoins de formation, mettre en place des mécanismes et des facteurs incitatifs, encadrer les systèmes d'innovation pour qu'en tirer parti au maximum en appui à ces transformations, en encadrant les effets rebonds sur les usages éventuellement,
Et puis, il y a un besoin de nouveaux narratifs, d'évolution des normes sociales, et je pense que votre secteur, il peut accompagner ça. C'est-à-dire pas simplement une vision très négative des enjeux et des risques liés à un climat qui change, mais donner à voir les options d'action, leur potentiel, leurs limites, leurs effets indésirables, mais aussi leurs bénéfices, et comment en fait on peut être acteur des transformations à mener, personnellement et collectivement, avec tout cet enjeu aussi de processus participatifs et délibératifs qui sont clés en fait pour l'engagement, pour la confiance et pour la capacité à porter des transformations de fond. Voilà, donc en un mot, le climat, les risques liés au climat qu'on va connaître à l'avenir, ça dépend profondément des décisions qu'on prend maintenant. Et on a des ressources, des options d'action qui sont disponibles et qui permettent d'agir maintenant. Merci. Merci Valérie, j'espère qu'on n'est pas trop déprimé. Quand même une petite ouverture. On a le temps de prendre 2 ou 3 questions dans la salle. C'est bon, c'est allumé. Bon, bonjour, je m'appelle Xavier Reto. Déjà, je voulais vous remercier pour cette conférence, mais aussi pour l'ensemble des travaux que vous et vos collègues menez. Je pense que c'est précieux et à titre personnel, ça a été précieux pour un changement de comportement. Alors j'avais 2 questions à vous poser. La première question concerne quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans une émission qui s'appelle Thinkerview, comme quoi la présence de vapeur d'eau, comme quoi la vapeur d'eau était un gaz à effet de serre et accélérait le réchauffement climatique. Pour savoir si c'est vrai. Et puis j'avais une interrogation sur l'apparition des maladies et des épidémies. Est-ce que le dérèglement climatique a une influence sur ce phénomène-là? Voilà. Et encore, merci. Alors sur la première question, donc la quantité de vapeur d'eau présente de l'atmosphère dépend de la température de l'air. Donc dès qu'on perturbe le bilan d'énergie de la Terre, il y a une réaction du profil de température dans l'atmosphère, de la quantité de vapeur d'eau. Donc, le fait que dans un climat plus chaud, il y ait plus de vapeur d'eau, ça augmente, c'est un facteur amplificateur du réchauffement. La vapeur d'eau conduit à altérer le type de nuage, la formation des nuages aussi. Et on sait maintenant que l'effet net des nuages est un effet réchauffant. Et donc, une des conséquences directes d'un climat qui se réchauffe, c'est une intensification du cycle de l'eau, mais qui inclut aussi des événements et des saisons très humides ou très secs, selon les régions. La deuxième question, c'était sur les maladies émergentes. Donc moi, tel que je le comprends, donc il y a eu un rapport en particulier de l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, sur les pandémies que je vous invite à lire. Donc ce qui souligne, c'est que la destruction des habitats naturels, le fait d'avoir des populations humaines et des animaux d'élevage en contact direct avec des animaux sauvages, en particulier sur des marchés humides, c'est un facteur clé qui permet à des virus qui avaient des hôtes dans des écosystèmes assez difficiles d'accès, de se propager, de trouver de nouveaux hôtes en fait, et de se propager très rapidement. Dès que ça atteint en fait une grande ville, ça se propage à l'échelle planétaire. Donc il y a eu une augmentation des épisodes de zoonose, donc passant d'hôtes animaux à des hôtes humains, au cours des dernières décennies, en lien avec l'évolution des pratiques. Il y a également des facteurs qui sont liés à la température, sur l'activité par exemple bactérienne, ou parfois sur les caractéristiques de survie de certains virus, ou bien sur les caractéristiques des habitats de certaines espèces animales qui sont des hôtes de virus. Donc par exemple l'évolution des conditions de température ou de pluviométrie peuvent affecter la répartition de certains types de chauves-souris dont on sait qu'ils sont des hôtes pour de nombreux virus. Et si vous voulez creuser ces aspects-là, il y a un chapitre sur la volet santé dans le rapport du groupe 2 du GIEC qui porte spécifiquement sur ces enjeux croisés. Et dernier volet, on parle souvent de ça pour la santé. Il y a des enjeux de santé physique, mais il y a aussi des enjeux de santé mentale. Quand les gens sont touchés par des événements extrêmes, sont déplacés, bien sûr, il y a aussi des enjeux croissants en termes de santé mentale liés aux conséquences d'un climat qui se réchauffe. Et ce n'est pas l'éco-anxiété, c'est quand on fait face concrètement à des situations très difficiles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Désolé, pour des raisons techniques, on n'a qu'un seul micro, donc...
Bonjour, donc merci pour la présentation, super intéressant comme d'habitude. Donc j'avais une petite question qui était justement sur l'aspect systémique que vous mentionnez. Là, on a vu il y a quelques jours en fait devant l'Assemblée nationale, il y avait quelques chercheurs qui étaient là pour accueillir des députés et il y en a 150 et quelques qui sont venus donc c'était assez minoritaire. En plus, ils étaient plutôt d'un certain côté de l'hémicycle que de l'autre. Et quand on voit ça en fait en termes démocratiques, en termes de prise de décision. Comme c'est des prises de décision qui doivent être faites plutôt de manière top-down, là, du coup, comment en fait on peut se dire qu'il va y avoir, on peut penser qu'il puisse y avoir un changement systémique quand on regarde ça en sachant que c'est juste une des 9 limites planétaires et que ça bouge pas, c'est celle qui est la plus discutée en tout cas. Et donc voilà, la question, c'est un peu au niveau démocratique et Oui, moi je pense qu'il y a un vrai enjeu sur le fait de mettre sur la table des faits scientifiques démontrés comme un point de départ pour éclairer des décisions qui font partie de la vie démocratique. Et l'initiative de la semaine dernière, c'était quelque chose d'assez nouveau. C'est rare dans le monde en fait qu'il y ait vraiment des situations où des députés volontairement en fait prennent le temps de s'informer en échangeant directement avec des spécialistes des climat et biodiversité. Ce qu'on voit aussi, c'est effectivement, il y a aussi parfois des visions, on va dire, idéologiques qui font que certains ne vont même pas prendre le temps d'échanger avec des scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très, pour moi, préoccupant. Le pire que je vois, c'est quand, en fait, l'approche par rapport à des éléments scientifiques devient clivant politiquement, comme ça a été le cas aux États-Unis, où un des grands partis, qui d'ailleurs historiquement avait été un des premiers à mettre en place la protection de l'environnement, quand on regarde l'histoire, a fait d'un de ses déterminants le fait de nier l'influence humaine sur le climat. Et ça, c'est vraiment un point de vigilance, je pense, sur la vie démocratique, pour la manière d'aborder, de poser différentes options d'action par rapport à un problème qui est clairement démontré. Et je crois qu'il y a un enjeu de formation continue, formation des élus, formation des cabinets ministériels, qui n'est pas encore complètement pris à bras-le-corps. On voit que c'est seulement depuis l'année dernière que dans les écoles de la haute fonction publique, par exemple, il y a un tronc commun climat et biodiversité qui a été mis en place, seulement l'année dernière. Mais j'ai très peur, moi, d'un décalage de génération avec une partie des plus jeunes qui l'ont intégré, qui ont compris les éléments, quelles que soient leurs valeurs, leurs convictions politiques ou autres, et puis une partie des gens plus âgés pour qui ça reste très extérieur parce qu'ils n'ont pas fait la démarche d'appropriation de ces éléments. Donc un facteur de tension. Merci. L'heure tourne, pas de main levée. Bon, si, allez, une dernière. Bonjour, merci beaucoup. Mais je rebondis sur ce que vous venez de dire et je voulais vous demander si vous aviez une action auprès des municipalités. Parce que c'est, à mon avis, un intermédiaire entre le top and down, peut-être plus accessible et oui, plus rapide. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est qu'il y a davantage d'engagement à l'échelle des villes, qui sont en première loge par rapport aux enjeux d'adaptation, mais aussi aux limites. Et puis les villes, c'est aussi le lieu où il y a l'articulation souvent entre l'adaptation et l'atténuation qui a besoin d'être pris dans son ensemble. Donc oui, il y a bien sûr une montée en puissance. Le rapport sur 1,5 degré qu'on avait rendu en 2018, il y avait eu une adaptation pour décideurs urbains. Et là, il y a actuellement une adaptation aussi pour décideurs urbains qui est en cours pour les 3 rapports du GIEC avec les organisations de grandes villes, Global Convention of Mayors, un truc comme ça. Et puis, ce que je voulais également mentionner, moi j'ai été frappée, j'interviens devant l'association des maires de l'Essonne à la fin de la semaine, c'est que quand on est à l'échelle des villes, ça permet aussi souvent d'avoir une approche qui soit apartisane. Et les villes, c'est pas le seul échelon. En France, par exemple, les régions ont un rôle de chef de file de l'action pour le climat structurante, y compris par rapport aux moyens qui peuvent être alloués aux communes. Donc il y a aussi l'échelle des régions qui est particulièrement importante. Remercier Valérie pour son intervention.
Voilà, on va s'attaquer au problème qui est posé sur la table maintenant. J'accueille Maxime Ferréol qui va être le modérateur de la table ronde qui vient. Maxime, je te laisse le micro et présenter nos intervenants. Donc, Maxime, tu es journaliste à Gamecult. Exactement, merci beaucoup.